Bonjour Franck Agiri. Bonjour Jean-Philippe. Franck Agiri, professeur Mines Paris PSL. Franck Agiri, édition du Seuil, l'innovation, mais pourquoi faire? Essai sur un mythe économique, social et managérial, un mythe total. L'innovation, ce que vous nous démontrez dans l'heure du doute, c'est finalement, il y a des effets pervers à cette innovation. Il y a des faces sombres, il y a le dark side de l'innovation. Alors éclairez-nous un peu sur le dark side de l'innovation. Alors effectivement, avec l'accélération, cette course effrénée à l'innovation, on pensait que c'était, pendant les 30 glorieuses et jusqu'à une époque récente, que c'était la condition du progrès, de la croissance, d'une amélioration du bien-être des populations. Et puis on découvre progressivement toute une série d'effets pervers. Alors la question, c'est pourquoi ces effets pervers sont si difficiles à identifier. Et donc ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il faut regarder en fait le système normatif à partir duquel on évalue les innovations. Et ce système normatif, il présente plusieurs caractéristiques. Premièrement, il est myope, c'est-à-dire qu'il ne regarde que certains critères et laisse dans l'ombre toute une série d'autres critères. Donc par exemple, sur les aspects environnementaux, on va regarder dans l'automobile les émissions atmosphériques, les émissions de gaz à effet de serre, mais on ne va pas regarder l'empreinte matérielle de la voiture, c'est-à-dire les ressources qui sont nécessaires à la production des véhicules. On va regarder éventuellement le recyclage en fin de vie. On va pas regarder, si on fait des voitures électriques, quel est le bilan carbone de la production d'électricité. Donc, vous reprenez les propos de Tavares, c'est fascinant. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, le système normatif est centré sur quelques critères et par ailleurs, on regarde l'innovation à une échelle individuelle, celle d'un produit ou d'une infrastructure. Et donc, on néglige à la fois tout ce qui est une vision globale cycle de vie, donc on ne regarde que certaines phases du cycle de vie, et on néglige les effets d'échelle et les effets temporels. C'est-à-dire que les effets indésirables vont se manifester souvent des décennies plus tard. Vous voyez, si je reprends l'exemple de la voiture électrique, quelques voitures électriques dans une ville, c'est formidable, ça fait pas de bruit, il y a moins de pollution atmosphérique. Mais imaginons, dans 30, 40 ans, une planète avec uniquement des voitures électriques. Donc, le parc aujourd'hui, c'est 1,4 milliard de voitures. Donc, 1,4 ou 1,5 milliard de véhicules électriques. Est-on sûr qu'on aura suffisamment de métaux, notamment de métaux critiques, qui sont nécessaires à la fabrication des batteries, du cobalt, du lithium, sachant que ces métaux sont fabriqués produits dans quelques pays, à risque, comme le Congo par exemple pour le cobalt, donc il y a des risques géostratégiques d'approvisionnement. Ensuite, si on continue à faire croître ce parc, on va produire de l'artificialisation des sols, de l'étalement urbain, et donc on pense avoir résolu tous les problèmes écologiques grâce à la voiture électrique, alors qu'en fait, on n'a fait que déplacer les problèmes. Voilà. Et ça, c'est vrai pour à peu près tous les types, notamment d'innovations dites vertes, parce que les énergies renouvelables, par exemple, effectivement, ça n'émet pas de CO2 à l'usage. Mais ça consomme beaucoup de matière et ça consomme beaucoup d'espace. Si vous voulez, si vous remplacez une centrale thermique par des parcs d'éoliennes ou des parcs de panneaux photovoltaïques, ça consomme énormément d'espace, etc. Donc il y a des transferts de pollution. Et puis, on néglige les effets d'échelle et les effets système. Donc ça, c'est la raison de la myopie. Oui, donc, et alors effectivement, je cite à un moment Carlos Tavares parce que désastre écologique. Hein, oui, comment éviter le désastre écologique de la voiture électrique. Cette citation, je la trouve très très amusante parce qu'il l'a prononcée en 2017 au salon de l'automobile de Francfort. Et à l'époque, il était extrêmement énervé suite au Dieselgate, parce que à l'époque, donc c'était PSA, 60 ou 70% de sa production était du diesel, et du jour au lendemain, ce marché allait s'effondrer parce que de nouvelles normes étaient mises en place. Et on lui dit, il faut électrifier, donc il faut se lancer dans la voiture électrique. Et à l'époque, PSA n'avait pas de projet ou très peu de projets de voiture électrique. Donc il se lance dans une diatribe contre la voiture électrique, mais qui est intéressante. Absolument. Parce qu'il dit, qui étudie les impacts de cette nouvelle technologie dans sa globalité ? Qui s'intéresse aux métaux critiques, qui s'intéresse au recyclage en fin de vie, qui s'intéresse aux enjeux géostratégiques. Donc il décrit bien les enjeux d'une approche d'innovation responsable,
Bon, évidemment, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il dirait la même chose parce qu'il s'est lancé, comme tous les constructeurs, à corps perdu dans l'électrification. Il n'avait pas le choix. Mais à l'époque, son diagnostic était très très bon. Et donc, je m'appuie sur le diagnostic de Tavares pour dire, voilà, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a besoin d'un changement de référentiel. C'est-à-dire que si on continue à évaluer les innovations avec les outils, les méthodes actuelles, on rate le problème, et ce n'est pas tenable à l'heure de l'Anthropocène, c'est-à-dire avec les limites planétaires. Les ressources sont finies, nous sommes face à des enjeux, à des limites planétaires, on voit bien les problèmes de la crise de l'eau, le changement climatique, les ressources qui sont limitées. Alors on en trouve toujours, effectivement, des ressources, mais le coût d'extraction est de plus en plus élevé, elles ont un coût en termes de pollution qui est plus élevé, sans compter les impacts sociaux. Parce que, je rappelle le cas du cobalt, c'est des dizaines, des centaines de milliers d'enfants qui travaillent dans des conditions épouvantables à l'extraction de ce métal. Et ça, évidemment, comme ça se passe très loin, nous sommes moins sensibles à ces problèmes. L'innovation, mais pourquoi faire? Et c'est sur un mythe économique, social et managérial pour découvrir le dark side de l'innovation. Et vous l'avez rappelé, tout ce que l'on ne voit pas, voilà, avec cette religion de l'innovation qui ne regarde que sous le réverbère. Il faut absolument vous lire. Merci Franck Agiry. Merci Jean-Philippe.